est à la fois ancienne et d'actualité. Elle est ancienne parce que dès les indépendances des pays d'Afrique concernés, c'est-à-dire d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, la question s'est posée et certaines voix se sont élevées, aussi bien d'ailleurs en Afrique qu'en France, ou même dans d'autres pays, pour dénigrer ce franc CFA et pour demander son abrogation, sa disparition. Mais jusqu'à présent, le débat était resté plutôt confiné dans des milieux intellectuels, politiques, mais n'avait pas trouvé une application pratique. Or, c'est là qu'il devient actuel, ce débat, dans la mesure où, le 21 décembre 2019, les membres de la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, ont décidé, cette fois de façon pragmatique, le principe de l'abandon du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle franc de la Communauté financière en Afrique, au profit d'une nouvelle unité monétaire, l'ECO. Et d'ailleurs, dès le début de l'année suivante, c'est-à-dire dès le début de l'année 2020, les États de la CEMAC, de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, ont emboîté le pas à leurs collègues de la CEDEAO et ont entamé pour leur part une réflexion allant également dans ce sens, c'est-à-dire la suppression du franc CFA d'Afrique centrale, le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Alors, quelle est la signification? Je voudrais savoir si on m'entend bien d'abord. Très bien. Tout le monde m'entend bien? Oui. Bon. Parfaitement. Bon, ça vaut mieux. Bien. Alors, les questions qui se posent à partir de ce constat, c'est quelle est la signification, quelle est la portée et quelles sont les conséquences de ces décisions et de ces réflexions. Alors, pour ça, je vais prendre un petit peu de hauteur et replacer tout ceci dans un contexte plutôt politique et idéologique. Aux yeux de son peuple et à l'égard du reste du monde, une nation se caractérise par un certain nombre de symboles, quelques symboles élémentaires de sa souveraineté. Les trois plus emblématiques de ces symboles étant le drapeau, un hymne national et une devise. Mais à côté de ces trois symboles, faciles à mettre en œuvre et à utiliser, après tout, un drapeau, c'est un bout de tissu, un hymne national, c'est une partition de musique, et une devise, ce sont 2 ou 3 mots. En deux côtés de ces symboles, faciles à mettre en œuvre, mais pour lesquels on est prêt à se faire tuer, on est prêt à mourir pour le drapeau, on est prêt à mourir au son de l'hymne national, et on est prêt à mourir pour les valeurs de la devise nationale. Donc ce sont des symboles pratiquement intangibles sur le plan matériel, mais qui ont une portée très forte sur le plan de l'adhésion individuelle. Alors à côté de ce symbole, il en est d'autres dont la mise en œuvre et l'utilisation sont soumises à des contraintes matérielles et techniques autrement plus exigeantes que la confection d'un rectangle de tissu, l'écriture d'une partition de musique ou d'un chant et la proclamation de quelques mots. Tel est le cas de la monnaie. En tout temps, en effet, le privilège de battre monnaie a été une marque de puissance souveraine. Et le fait est que, dès le début des indépendances, des nouveaux États d'Afrique de l'Ouest et centrale, comme je le disais tout à l'heure, et c'est important de le noter, des voix se sont élevées tant en France que dans ces États pour dénoncer ce qui peut apparaître en effet comme un abandon de souveraineté monétaire, c'est-à-dire la pérennisation de l'ancienne monnaie coloniale. De plus, le maintien de l'appellation de cette monnaie, dont l'acronyme CFA signifiait originellement Colonie française d'Afrique, et dont le nom franc vient d'un peuple qui, certes, a forgé l'identité de la nation française, mais pas celle des peuples d'Afrique, ne peut manquer d'être perçu comme un déni d'identité africaine. Quant à l'astuce sémantique qui a consisté à changer la signification du sigle CFA, c'est-à-dire anciennement Colonie française d'Afrique, en deux autres sigles
qui maintiennent ces lettres, c'est-à-dire ces lettres CFA. Donc, pour la communauté d'Afrique de l'Ouest, c'est le franc de la communauté financière en Afrique, CFA, et pour l'Afrique centrale, c'est le franc de la coopération financière en Afrique centrale, c'est le CFA. Donc, on a voulu maintenir ces trois lettres, CFA, alors qu'en réalité, à l'origine, c'était bel et bien le franc des colonies françaises d'Afrique. Dans ce contexte, ce franc CFA n'a jamais cessé d'être, peu ou prou, perçu par certains comme un instrument de domination postcoloniale. Mais qu'en est-il en réalité? Et en dehors des perceptions symboliques et des postures idéologiques que je viens de rappeler brièvement, pour répondre à cette question, il convient avant toute chose de rappeler la raison d'être et le mécanisme du franc CFA. D'abord, la raison d'être. L'avantage des francs CFA est que ce sont des monnaies librement convertibles dont la stabilité est garantie par le Trésor français. L'intérêt de la stabilité d'une monnaie est qu'elle permet d'écarter les dangers d'inflation, qui équivaut à une perte de pouvoir d'achat, l'inflation, et qu'elle permet ce qu'on appelle dans notre jargon l'ancrage des anticipations, c'est-à-dire notamment pour les investisseurs de savoir où ils mettent leurs billes, pour parler vulgairement. Et en contrepartie de cette garantie des banques centrales de ces deux zones francs, ces deux zones déposent naturellement au Trésor français, sur ce qu'on appelle dans notre jargon le compte d'opération, un certain pourcentage de leurs réserves de change, et le Trésor français, ainsi que la Banque de France, sont naturellement associés à leur gouvernance. Pour autant, le mécanisme, malgré les avantages que je viens d'indiquer, fait l'objet de plusieurs griefs. Parmi les plus récurrents, on peut en citer 4, qui sont les suivants. Premièrement, la France ponctionnerait les réserves de change des pays membres des zones francs. Deuxièmement, le Trésor français et la Banque de France auraient la mainmise sur la gouvernance des banques centrales des deux zones. Troisièmement, le fait d'appartenir à une zone franc n'aurait favorisé ni le développement économique, ni l'intégration régionale de ces zones. Et enfin, quatrièmement, le franc CFA renforcerait la prépondérance commerciale de la France et économique dans ces zones. Ce sont là les 4 principaux griefs qu'on entend le plus souvent contre le franc CFA. Il y en a d'autres, mais enfin, tenons-nous-en à ces 4 principaux griefs. Mais il va de soi que ces 4 principaux griefs ne sont pas sans réponse. Reprenons le premier. La France fonctionnerait les réserves de change des pays membres des zones francs. Alors, ce grief a été d'ailleurs récemment, ce n'est pas seulement du côté de l'Afrique qu'on le reçoit, et pas seulement de certains milieux économiques français, mais je me souviens qu'un vice-président du Conseil italien, il n'y a pas si longtemps que cela, il n'est plus vice-président du Conseil italien d'ailleurs. Enfin bon, il y a 1 an et demi, il était vice-président du Conseil italien, avait repris cet argument contre la France pour dire que la France n'avait qu'à bien se tenir compte tenu de son passé colonial parce qu'elle ponctionnerait les réserves de change des pays membres des zones francs avec ce mécanisme du franc CFA. Alors, si dans les premiers temps du franc CFA, en effet, le montant des réserves de change que la Banque centrale des deux zones devait déposer auprès de la Banque de France était de 75%, il a été abaissé par la suite à 50% seulement, et il est même envisagé de le réduire encore, outre le fait que, contrairement à ce qu'un ancien vice-président du Conseil italien avait donc récemment indiqué. Le montant, contrairement à ce que ce vice-président avait indiqué, le montant du compte d'opération auprès du Trésor, de ces banques, représente une part infime des disponibilités monétaires de la France. Les banques centrales de la zone ont toute latitude, si elles le veulent, pour placer le reste de leurs réserves, c'est-à-dire les 50% restants, dans les actifs de leur convenance, sans compter qu'avec l'intégration du franc français dans l'euro, elles sont libres de toute incertitude de taux dans leurs emprunts en cette devise, ce qui est un énorme avantage. Enfin, et non le moindre, il convient de noter que si le Trésor français rémunère bien le compte d'opération des banques centrales des zones francs,
Il ne bénéficie en revanche d'aucune contrepartie financière pour sa garantie de la monnaie des deux zones. Deuxième grief, le Trésor français et la Banque de France auraient la main mise sur la gouvernance des banques centrales des deux zones. Alors là, je suis bien placé pour répondre à ce grief parce que j'ai eu l'honneur d'être pendant quelque temps le censeur pour la France de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Et je peux vous dire que je n'ai jamais reçu, et à ce titre, donc, j'étais à la fois membre du conseil d'administration de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, membre du comité d'audit, membre des comités monétaires nationaux des différents pays membres, et donc membre du collège des censeurs. Et je peux vous dire que je n'ai jamais reçu dans mes fonctions aucune instruction de mon ministère pour orienter d'une façon ou d'une autre la gouvernance de la banque, qui, soit dit entre nous, est entièrement dirigée par et constituée d'éléments africains provenant des différents pays membres de la zone en question. Donc, de ce point de vue, je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucune directive de la France pour orienter la gouvernance de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, et il en va de même, car je connaissais très bien mon collègue, et j'étais souvent en rapport avec lui, mon collègue de l'Afrique de l'Ouest, il en va de même pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le troisième grief serait que le fait d'appartenir à une zone franc n'aurait favorisé ni le développement économique, ni l'intégration régionale de ces zones. Alors, il faut savoir que le problème du développement économique des pays des zones francs dépasse amplement la question monétaire. Et s'il est exact que l'intégration régionale de ces zones reste extrêmement faible, autour de 10% des échanges intracommunautaires, ça n'est pas à cause de la présence de zones francs, ça vient tout simplement pour des raisons, ça tient seulement à des raisons structurelles, c'est-à-dire que les productions des pays des zones concernées sont le même type de produits, c'est-à-dire des produits de l'agroforesterie, de l'agriculture spéculative, et donc ces pays n'ont pas intérêt à échanger entre eux, effectivement, dans la mesure où ils produisent à peu près la même chose. On échange avec un autre pays qu'à partir du moment où on produit quelque chose de différent de ce produit. Mais quand on produit la même chose qu'un autre pays voisin, eh bien, on ne va pas lui vendre ce qu'il a déjà. Donc, ça réduit d'autant les possibilités d'échange entre eux, et le franc CFA n'a rien à voir là-dedans. Enfin, en ce qui concerne le quatrième grief, le franc CFA renforcerait la prépondérance commerciale de la France dans ces zones. Enfin, là, dans ce domaine, l'appartenance à la zone franc a si peu renforcé la prépondérance commerciale de la France dans ces zones que notre pays a perdu sur la totalité de ses marchés sa première place traditionnelle et premier partenaire commercial au profit de la Chine depuis les années 2010. Le dernier pays où nous avons perdu par rapport à la Chine la place de premier partenaire commercial, c'est le Cameroun en 2013. C'est-à-dire qu'entre de la fin des années 2005-2006 jusqu'à 2013, c'est la Chine qui a supplanté la France sur tous les marchés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, anciennement colonie de la France. Voilà pour les griefs. Maintenant, admettons que malgré cela, ces éléments ne soient pas suffisamment convaincants pour nos amis africains et qu'ils décident de quitter la zone franc. Les États africains sont en effet libres de quitter la zone franc. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi la création d'un potentiel écho que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est d'ailleurs toujours pas comment dirais-je, qui n'a toujours pas de valeur. On garde toujours le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Cet écho n'est pas encore créé. Pourquoi la création potentielle de cet écho ne remet-il pas en cause les mécanismes et l'organisation des zones francs sur le fond? Pourquoi la Guinée équatoriale, par exemple, ancienne colonie espagnole et pas colonie française, a-t-elle souhaité intégrer la zone franc en 1985?
et la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise, en 1997. C'est bien qu'il y ait un avantage. Pourquoi le Mali, qui a quitté la zone franc en 1962, a-t-il souhaité la réintégrer en 1984? Il y a bien une raison derrière cela. Pourquoi les réflexions sur l'abolition du franc CFA en zone CEMAC sont-elles si prudentes? Et en un mot, pourquoi ces États ne créent-ils pas leur propre monnaie? Alors, un simple examen de la situation économique actuelle des pays qui ont quitté la zone franc, il y en a deux, Madagascar en 1972 et la Mauritanie en 1973. Il suffit donc d'examiner quelle est la situation de ces pays après qu'ils ont quitté la zone franc pour comprendre, je ne vais pas être méchant avec ces pays, je vais être charitable, il faut comprendre que leur évolution économique depuis ne permet pas de porter un bilan très positif de ce retrait. Et ça signifie, à contrario et en creux, que s'ils étaient restés dans la zone franc, peut-être en aurait-il eu un meilleur destin économique. Mais la réponse fondamentale à ces questions se trouve dans une autre question, unique celle-là. Qu'est-ce qui crée la valeur d'une monnaie? Évidemment, n'importe quel pays d'Afrique peut créer sa monnaie. Je peux créer demain le boulou-boulou de l'Afrique, je ne sais pas quoi, je ne sais quel pays, mais pour que le boulou-boulou ait quelque valeur, il faut pour ça, et c'est pas la réponse ne se trouve pas dans la science économique, elle se trouve dans une autre discipline qui s'appelle la psychologie, il faut pour ça qu'il y ait la confiance. Parce que ce qui crée la valeur d'une monnaie, ce n'est pas une chose ni deux choses, c'en est une seule, c'est la confiance. Si les citoyens d'un pays, et à plus forte raison les citoyens des autres pays, n'ont pas confiance dans leur monnaie, ils vont chercher à s'en défaire par tous les moyens possibles. Et elle perdra toute sa valeur. Et à contrario, si une monnaie inspire confiance, tous les opérateurs nationaux et internationaux voudront s'en procurer, elle gagnera de la valeur. Ce qui constitue la valeur d'une monnaie, ça n'est rien d'autre que la confiance. Alors maintenant, quand on parle de confiance, effectivement, là, c'est la science économique qui revient au galop. Parce qu'on avait quitté la science économique pour faire un peu de psychologie avec la confiance, mais pour qu'on ait la confiance sur le plan économique, il faut revenir à la science économique. Et la science économique reprend ici toute sa place. Elle se fonde, cette confiance sur le plan économique, sur la qualité de la gouvernance politique et économique du pays, c'est-à-dire l'état de droit, la sécurité juridique des biens et des personnes, sécurité de la propriété et des contrats, transparence du gouvernement, gestion rigoureuse des finances publiques, qui vont en général d'ailleurs de pair avec une croissance économique soutenue et un haut niveau de développement. Donc c'est comme ça que s'acquiert la confiance. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les pays d'Afrique dont nous parlons sont-ils aujourd'hui en mesure d'inspirer cette confiance dans l'hypothèse où ils voudraient créer leur propre monnaie qui serait indépendante et non plus du tout ancrée à l'euro via le Trésor français. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle un certain nombre de pays, notamment en Amérique latine par exemple, ont ancré volontairement leur monnaie à une devise comme le dollar. Et c'est la raison pour laquelle d'autres pays, dont certains voisins de ceux de la zone franc CFA, sont de facto dollarisés, en dépit de tous les efforts pour imposer une monnaie nationale dont personne ne veut. Je vous prendrai par exemple, si certains d'entre vous se sont rendus en visite en République démocratique du Congo, vous aurez constaté que les échanges se font, toutes les transactions se font, même payer votre chambre d'hôtel, en dollars. Malgré tous les efforts, et ça j'avais rencontré à l'époque le gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo, qui ne fait pas partie de la zone franc, de l'autre zone franc, qui a un franc, mais un franc congolais qui est indépendant du Trésor français, qui n'est pas du tout garanti par le Trésor français, eh ben, ce franc congolais, personne dans la rue n'en voulait. En revanche, le dollar, oui, on l'acceptait. Mais le franc congolais de la République démocratique du Congo, aucun citoyen de la République démocratique du Congo ne souhaitait en posséder outre mesure. Il préférait posséder des dollars.
Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il est assez parlant dans la mesure où nous parlons d'un pays voisin, des zones francs que j'évoque, et qui nous permettent de mieux placer en perspective la situation des pays qui ont une monnaie dans laquelle on a confiance et des pays qui ont une monnaie dans laquelle on n'a pas confiance. Il va de soi que la plus grande majorité des dirigeants des pays de la zone de franc CFA non seulement ne sont pas ignorants de ces contraintes, mais sont également conscients des défis qui s'imposent encore à eux pour ceux-ci au niveau des économies émergentes, et qu'ils l'expriment ou non, ils mesurent tout l'intérêt du mécanisme de garantie de leur monnaie par le trésor d'un pays de la zone euro. Moi-même, ayant été partie prenante, ayant fait partie de ce dispositif, étant en relation de confiance avec le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, avec les directeurs de la banque, etc., avec le ministre des Finances, avec le ministre des Finances de ces différents pays, les ayant vus les uns après les autres, les connaissant personnellement, aucun d'entre eux n'a émis grief contre le franc CFA. Et chacun d'entre eux était persuadé que l'ancrage à l'euro via la garantie du Trésor français était pour eux la meilleure solution d'avoir une monnaie qui inspire confiance. Et le fait est que dans le monde d'aujourd'hui, la quasi-totalité des transactions financières s'effectuent dans un nombre de toute façon extrêmement réduit de devises. Alors, créer une nouvelle monnaie pour le plaisir de créer une nouvelle monnaie, je ne crois pas que ce soit une excellente solution. Il faut savoir, je vous le rappelle, vous le savez sans doute, que 60% des transactions du commerce international sont libellées en dollars, 20% en euros, et les 20% restants se répartissent de façon, mais alors vraiment très résiduelle, entre 4 ou 5 monnaies qui sont le yen japonais, la livre sterling, le franc suisse et le renminbi chinois. Voilà. À part ça, les autres monnaies, si elles ne sont pas d'une façon ou d'une autre rattachables, entre guillemets, à l'euro ou au dollar, ont quelque peine à se frayer un chemin dans le commerce international. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments qui précèdent, il est de plus en plus difficile d'assimiler le mécanisme et le fonctionnement du franc CFA à un instrument de domination postcoloniale. Et donc, c'est ma façon de répondre à la question que je posais un peu faussement de ma part, un peu tartuffe de ma part, au début de mon exposé. Il s'agit plutôt d'un mécanisme qui, au contraire, s'inscrit dans le sens d'une intégration monétaire internationale générale, à laquelle il n'est plus possible d'échapper, corollaire d'une mondialisation qui, malgré les crises qui jalonnent son avancée, progresse inéluctablement. Mais si dans ce mouvement global, les pays africains ont tout intérêt à préserver les acquis de l'intégration monétaire fondée sur la zone franc et la précieuse stabilité monétaire que son ancrage à l'euro par l'intermédiaire du Trésor français lui procure, quelques points d'infléchissement, je dois le reconnaître, et d'attention s'imposent, malgré tout. Tout d'abord, le changement d'appellation, à mon avis, s'impose d'urgence pour le franc CFA. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, maintenir cette dénomination de CFA qui était colonie française d'Afrique dans les libellés nouveaux ne trompe absolument personne. Comme je le disais aussi tout à l'heure, le franc, c'est la monnaie d'un peuple qui n'a rien à voir avec l'Afrique, même s'il a beaucoup à voir avec nous. Cette appellation lui confère en effet un relent colonial qui n'a plus lieu d'être. Mais deuxièmement, il faut aussi se souvenir du traumatisme économique quand même, à cause de la hausse du prix des produits importés et le traumatisme social à cause de la baisse des salaires, de la dévaluation de 50% du franc CFA de janvier 1994, en raison du différentiel de compétitivité qui s'était créé entre le franc français et le franc CFA et la fuite des capitaux en franc CFA vers les banques françaises qui en a résulté. L'attention doit donc se porter sur la capacité de croissance et de convergence de ces économies, car pour l'heure, les critères de convergence liés à leur intégration, elles ont à peu près les mêmes critères, ces zones, la zone
d'Afrique centrale et la zone d'Afrique de l'Ouest à peu près les mêmes critères que la zone euro. On se copie les uns les autres, c'est-à-dire les critères de convergence, c'est une limite de 3% du PIB pour le déficit, une limite de 10% pour l'inflation et de 70% pour l'endettement. Ces critères ne sont absolument pas respectés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous direz, ils ne sont plus du tout respectés non plus dans la zone euro, mais pour d'autres raisons. Tandis que nous, la raison est conjoncturelle, elle est liée à la pandémie que nous sommes en train de traverser, mais malheureusement, le manque de convergence dans les pays des zones d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas liée seulement à la pandémie, elle est malheureusement structurelle, elle est liée à la structure très divergente des économies, très différentes des économies des pays membres. Or, cette convergence économique est la condition sine qua non de la viabilité à long terme des unions régionales auxquelles aspirent légitimement les États africains. De la même façon, la zone euro, sa pérennité, elle tient au fait que nous avons des économies à peu près similaires qui suivent à peu près la même trajectoire de développement, ce qui n'est pas encore le cas tout à fait pour les États africains que nous avons considérés. Mais ces unions ne pourront pas faire l'économie d'unions monétaires correspondantes afin de pouvoir devenir réalité. Et de ce point de vue, le modèle du franc CFA garantit la stabilité d'une monnaie commune par ancrage institutionnel à une des devises les plus fortes du marché d'échange international, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'euro, demeure sans discussion possible, nonobstant son appellation inadéquate, je l'ai dit, demeure la plus efficace. Et puis, je dirais que, et j'en terminerai là-dessus, même si je n'ai pas été aussi long que prévu, je dirais que au moment où nous voyons émerger dans le monde d'aujourd'hui les crypto-monnaies, on se demande quelle peut être désormais la valeur symbolique, le symbole nationaliste, le symbole de souveraineté d'une monnaie indépendante. Une monnaie indépendante au moment de la crypto-monnaie absolument apatride et multinationale et internationale pose la question, l'apparition de cette monnaie, crypto-monnaie, pose la question du caractère de souveraineté qui s'attache traditionnellement aux monnaies telles que nous avons connues, que nous les connaîtrons encore quelque temps, mais que nos descendants ne connaîtront peut-être plus. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, je reprends rapidement la parole, d'abord en remerciant notre conférencier de nous avoir annoncé, enfin de nous avoir énoncé une situation au-delà de l'aspect financier, mais géopolitique. Maintenant, je vais vous proposer à chacun, en utilisant la capacité conversée, de m'envoyer les questions que vous souhaiteriez voir poser à notre conférencier du jour. Alors, comme il faut une première question, car je sais qu'on est tous extrêmement timides, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se jette à l'eau, et je suis d'accord pour me jeter à l'eau moi-même. Monsieur Baccioni, pouvez-vous répondre à cette question? Dans votre présentation, vous indiquez qu'aujourd'hui, la Chine-Afrique a tendance à supplanter la France-Afrique. Comment en est-on arrivé là? Comment redresser la barre? Alors, pour ce qui concerne, il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est comment en est-on arrivé là? Eh bien, si la Chine nous dépasse sur les marchés africains et si la Chine a pris notre place en matière de domination économique sur les marchés africains par rapport à la France, ça tient à la fois à la Chine et à la fois à nous. À la Chine, c'est évident, voilà un pays émergent dont les salaires et la durée de travail n'ont rien de comparable avec les salaires et la durée de travail de notre système productif. Et par conséquent, ça place la Chine dans une condition de compétitivité que nous ne pouvons pas, combattre. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est la Chine, de ce point de vue-là, est définitivement un concurrent extrêmement difficile à vaincre. Et puis, il y a quand même aussi, de notre part, un certain nombre d'éléments sur lesquels on aurait pu éventuellement lutter en faveur d'une présence plus efficace sur les marchés africains. Mais
je n'en blâme pas tellement les entreprises. Ceci tient au fait qu'effectivement, nos entreprises ont un petit peu délaissé, même beaucoup délaissé, depuis déjà de nombreuses années, je dirais même depuis le début du XXIe siècle, les marchés africains. Je ne les en blâme pas pour la raison suivante, c'est que les entreprises n'ont pas des finances et des capacités d'investissement et d'exportation illimitées, et par conséquent, elles se dirigent vers les marchés émergents qui, au gré de la mondialisation, apparaissent ici ou là comme les plus prometteurs, c'est-à-dire les marchés d'Asie du Sud-Est, ensuite les marchés d'Amérique latine, bien avant les États-Unis. Et on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et si nos entreprises veulent être concurrentes de leurs principaux concurrents, des pays riches sur des marchés tiers, elles doivent les marquer à la culotte, si je puis dire, sur les marchés où elles se dirigent. Et ces marchés n'étaient pas les marchés africains. Donc nous avons négligé effectivement les marchés africains pendant que la Chine, elle, en pleine croissance, pouvait se permettre de les conquérir. Comment peut-on redresser cela? C'est la seconde question. Ben, là aussi, c'est pareil. La réponse proviendra sans doute de la Chine et elle proviendra aussi de nous. Du côté de la Chine, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les revendications sociales, au fur et à mesure que le progrès économique est en marche, elles aussi sont en marche. C'est-à-dire que l'ouvrier chinois exige des salaires un peu plus élevés et une réduction de son temps de travail. C'est-à-dire qu'il devient de moins en moins compétitif. Il faut savoir, par exemple, que le coût unitaire de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière en Chine est supérieur au coût industriel, le coût unitaire de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière au Mexique, par exemple. Ceci est un phénomène qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Ça veut dire que l'ouvrier chinois, l'industrie chinoise reste extrêmement compétitive, mais cette compétitivité s'érode petit à petit sous, évidemment, la pression sociale. Et puis, de notre côté, comme on ne peut pas lutter sur la compétitivité prix, on ne peut lutter qu'en matière de compétitivité hors prix, c'est-à-dire le service après-vente, si je puis dire, la fourniture de services, la qualité de nos produits. Ce qui est d'ailleurs le cas, parce que, évidemment, par exemple, une route chinoise, elle coûte moins cher qu'une route française quand on construit une route en Afrique. Seulement, la route chinoise, elle va durer 15 ans et la route française, elle va durer 25 ans. Donc, comme diraient les Espagnols, el barato cuesta, ça veut dire le bon marché coûte. Ça veut dire que, évidemment, nous sommes peut-être moins compétitifs sur les coûts, sur le prix, mais peut-être que nous sommes davantage en matière de qualité. Sans compter que là où, en revanche, nous ne pourrons rien faire, c'est que nos amis chinois, dans leur politique de développement, alors là, je parle de l'aide publique, je ne parle plus des entreprises, autant nous sommes désireux d'aider l'Afrique sur le plan des finances publiques, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, mais nous continuons à être de très bons aidants, si je puis dire, de l'Afrique. Les Chinois le sont aussi, et ils ont un avantage sur nous extraordinaire qu'on ne leur envie pas cependant, c'est qu'ils n'ont aucune exigence en matière environnementale et aucune exigence en matière sociale, et je dirais même aucune exigence en matière politique, idéologique, c'est-à-dire sur les droits de l'homme, la gouvernance, la qualité des gouvernants auxquels ils s'adressent. Pour eux, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce domaine. On finance ce que le partenaire africain souhaite voir financer sans lui poser trop de questions et sans lui poser trop d'exigences. Ça, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas faire, nous, Français, mais nous ne savons pas faire, nous, Occidentaux, je dirais. Aucun pays démocratique développé du monde d'aujourd'hui n'est capable d'agir de cette façon-là. Et de ce point de vue-là, nos amis chinois vraiment ont un avantage extraordinaire, mais encore une fois, un avantage qu'on ne peut pas tellement leur envier, et peut-être qu'un jour, eux aussi, devront se mettre au diapason des grandes nations développées et avoir une politique plus sélective quant à leur aide publique. Merci. J'ai une deuxième question, si vous voulez bien. Oui. La nouvelle présidente de l'OMC, donc l'Organisation oui. du commerce, Nigériane, qui est nigériane, va-t-elle accélérer par sa
simple présence et par ce qu'elle sous-entend, le processus de la disparition éventuelle du franc CFA? Alors, effectivement, le Nigeria n'est pas un grand ami des zones CFA. Et comme elle est nigériane et qu'elle a été à la fois ministre des Finances et qu'elle a été ministre des Affaires étrangères, brièvement d'ailleurs, de son pays, il est certain qu'elle a été, comment dirais-je, impliquée dans ces petites piques qui ont été, que le Nigeria, pardon, pas le Niger, mais le Nigeria, a un peu lancé dans les chevilles du franc CFA. Alors, je pense qu'effectivement, sa position de principe n'est pas une position, ne doit pas être une position extrêmement favorable. Bon, ceci étant, l'OMC est une vaste organisation. Elle n'est pas la seule. Nous y avons un poids relativement fort, nous y avons une représentation forte, et par conséquent, il va falloir que nous fassions vis-à-vis de la présidente, effectivement, un peu de pédagogie. Mais la question est une bonne question parce qu'elle se pose vraiment. Merci. Une autre question. Eh oui, en commentaire sur votre réponse, n'est-il pas de votre avis également que le Nigeria, par sa puissance démographique, a envie de jouer en Afrique le rôle que le Brésil joue en Amérique latine, c'est-à-dire je prends toute la place que je peux prendre et j'élimine les influences qui ne sont pas les miennes. Alors, c'est une comparaison. Alors, sur le principe, je serais d'accord pour répondre oui sur le principe, sur l'objectif, certainement. C'est la grande puissance de l'Afrique de l'Ouest, à la fois démographique, économique, tout ce qu'on veut. Mais attention, il y a une grande différence avec la situation du Brésil en Amérique latine. C'est le fait que le Nigeria a tout de même d'énormes problèmes internes à régler avant de s'occuper de se livrer à une sorte d'impérialisme africain. Par conséquent, je mettrai un énorme bémol dans la comparaison avec le Brésil. Si, sur le plan des principes, on peut effectivement faire un rapport, dans la réalité, le rapport ne tient pas la distance. Je suis bien d'accord. Une autre question qui nous concerne tous en tant que payeurs d'impôts français. Le franc CFA coûte-t-il quelque chose aux contribuables français ou, si ça ne coûte rien, est-ce que ça rapporte quelque chose? Alors, d'abord, ça ne coûte rien. Et deuxièmement, ça ne coûte rien parce que nous n'avons pas eu à intervenir sur la défense du franc CFA qui n'a jamais été attaqué. Donc, nous n'avons pas eu à puiser dans nos réserves de change à nous pour venir au soutien du franc CFA. Ça ne nous coûte donc rien. Et est-ce que ça nous rapporte? Non, ça ne nous rapporte rien du tout, à part ces 50% des réserves de change des deux zones francs qui sont déposées au Trésor français et donc, normalement, qui ont une petite rémunération. Mais c'est tellement infime par rapport aux réserves de change de la France, au total des réserves de change de la France, le dépôt des réserves des banques centrales africaines, que le rapport est à peu près nul. Et d'ailleurs, il est à ce point presque nul que nous songeons à l'annulé totalement. Il est question dans nos discussions actuelles de réduire encore la part des dépôts des réserves de change des banques centrales d'Afrique, d'Afrique CFA, au Trésor français, dans la Banque de France, de les réduire à néant. Une autre question, ne pensez-vous pas que la disparition programmée ou non du franc CFA pour faire place à une monnaie totalement africaine, que ce soit une évolution dans le sens de l'histoire? Alors, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir effectivement une disparition nominale du franc CFA, de ce nom, de cette appellation franc CFA. Ça va disparaître, si vous voulez. Le franc CFA va disparaître, il faudra le remplacer par quelque chose d'autre. Bon, il y a ce nom de ECO qui a été mis sur la table
mais du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais voilà déjà 2 ans qu'on en parle, voilà déjà 2 ans que ça a été acté et il n'existe toujours pas. Quant à l'Afrique centrale, il n'y a même pas de proposition de nom pour remplacer franc CFA. Donc, pour l'instant, ça n'est pas d'actualité, mais je sens que ça va venir. Et c'est effectivement ce qui va se produire. Le franc CFA va disparaître. Mais ce qui ne disparaîtra pas, ce qui, à mon avis, et ce que ne souhaitent pas les ministres en place, en tout cas les gouvernements en place actuellement en Afrique, à l'exception de 2, peu importe, mais la majorité des gouvernements en place en Afrique ne souhaitent pas la disparition du mécanisme de soutien à cette monnaie, qu'elle s'appelle le boulou-boulou, comme je le disais tout à l'heure, ou le franc CFA, peu importe. L'essentiel, c'est que derrière, il y a un mécanisme qui inspire la confiance. Et ça, les dirigeants, comment dirais-je, éclairés, les dirigeants qui sont vraiment aux affaires en Afrique, ils ne sont pas dupes à cet égard. Ce sont des opposants politiques qui plaident en faveur de cette disparition définitive du franc CFA et de son rattachement et de son ancrage à l'euro. Mais ceux qui sont aux commandes, ils comprennent très très bien l'avantage du mécanisme du franc CFA. Franc CFA dehors, mais le mécanisme toujours. Est-ce également le fait d'avoir un franc CFA lié à l'euro aujourd'hui ne permet pas à certains dirigeants africains, je n'ai pas dit à tous, mais à certains d'entre eux, un accès facile et direct de transfert sur des banques suisses? Bon, cette question est peut-être inopportune. Alors, bon, j'en sais rien, évidemment, comme personne ne le sait. Mais en fait, je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec la puissance des réseaux sociaux que vous connaissez bien, que nous connaissons tous, avec une prise de conscience des populations africaines, des opinions publiques africaines, l'émergence des opinions publiques africaines aujourd'hui, c'est vraiment pas un vain mot, ça existe vraiment. Je pense que ça devient de plus en plus difficile pour un dirigeant africain de procéder aux manipulations que vous pouvez évoquer, qui ont eu cours dans le passé, incontestablement, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus difficiles. Y a-t-il une tentation dans certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale d'ancrer une nouvelle monnaie, donc africaine, au dollar américain ou à une autre monnaie? Je pensais à la monnaie chinoise. Alors, monnaie chinoise, pour l'instant, absolument pas. D'accord. Mais peut-être que ça viendra un jour. Au dollar, certains y ont, comment dirais-je, auraient pu y penser. J'ai en tête en particulier mes conversations avec le gouverneur de la Banque de la République démocratique Banque centrale de la République démocratique du Congo, donc qui ne faisait pas partie de la zone franc, mais que j'avais visité pour l'interroger justement au sujet de sa politique monétaire. Et donc, lui, il avait une politique totalement inverse, puisque son pays était déjà dollarisé. Au contraire, il voulait revaloriser le franc de la République, le franc congolais, le franc de la République démocratique du Congo, au moyen justement d'une politique financière et monétaire rigoureuse, d'un rétablissement des finances publiques, d'une politique budgétaire digne de ce nom, etc. Donc voilà, c'était l'objectif. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais disons que ce n'était pas du tout son objectif d'accepter le fait accompli, la réalité des faits de la rue, qui étaient des transactions en dollars et pas en francs congolais. Certains pays africains ont des dirigeants éclairés qui ont vu le sort de certains dollars en particulier, enfin, ils ne sont pas des dollars américains, mais une homonymie. Je parle du dollar zimbabwéen qui vaut Absolument. Il faut quelques milliards de dollars zimbabwéens pour valoir 1 euro ou quelques millions de milliards. C'est épouvantable. Y a-t-il des impacts des crypto-monnaies, Bitcoin et autres, sur l'économie africaine? Pardon? Y a-t-il un impact des bitcoins, des crypto-monnaies en général? Non, pas énormément en ce moment. Ce sont des balbutiements. Certains Africains individus arrivent à très très bien manipuler ces crypto-monnaies, mais à ma connaissance, au niveau institutionnel,
la réflexion n'est pas encore très, très avancée. Je pense que ça va l'être parce que la Banque de France, comme vous le savez, est en train de réfléchir à une crypto-monnaie Banque de France. Donc, par voie de conséquence, compte tenu de la proximité des gouvernants des banques centrales des zones de francs CFA avec la Banque de France, avec la gouvernance de la Banque de France, je pense que par effet de contagion, la réflexion devrait s'étendre à eux. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas pour l'instant. D'accord. Mais nous avons tous reçu des mails d'une personne qui propose de partager des sommes Ah importantes. oui, On l'a tous reçu par oui, dizaines. Hein. oui, oui. Eh ben, n'en faites rien surtout. Non, ça, on est bien d'accord. Sauf rire. Une critique souvent entendue à propos du franc CFA, une monnaie de riche pour pays pauvres. Que répondre à cette phrase? Ben, Est-ce il y a eu que un moment, oui, il y a eu un moment, il y a un moment il y a eu un moment dans l'histoire, j'ai évoqué tout à l'heure, hein, où, ma foi, c'était pas tout à fait faux. Hein. Ça n'a pas été tout à fait faux à un moment donné, c'est-à-dire au moment où il a fallu, dans en la janvier dévaluation? 1994, Ouais. d'évaluer le franc CFA parce que, effectivement, on se trouvait dans une tension. On exigeait trop, si je puis dire, de nos amis africains en matière de force du franc CFA. Ils n'ont pas pu tenir la route et il a fallu à ce moment-là évaluer et ça a été une catastrophe. Oui. Ça a été une catastrophe. Mais c'était en 94, hein. Donc de l'eau a coulé sous les ponts et pour l'instant, le franc CFA n'est pas soumis à des tensions particulières. D'accord. La France a-t-elle intérêt ou n'a pas d'intérêt à proposer l'euro à la place du franc CFA? Et est-ce que les pays africains auraient intérêt de… personnellement, comme l'un est lié avec l'autre, c'est simplement une question de valeur faciale. Non, non, c'est pas pareil d'être dans une. C'est deux choses différentes d'être dans une union monétaire et d'être ancré à une monnaie. Oui, C'est deux choses différentes. C'est d'accord. deux choses différentes qui impliquent des exigences différentes. Être dans une union monétaire, ça veut dire vraiment avoir des économies qui se ressemblent énormément. Euh, Quand on ne peut pas être dans une union monétaire et nos amis africains ne peuvent pas être dans la zone euro, c'est impossible, compte tenu de la différence de développement entre les pays de la zone euro et les pays africains considérés. Euh, tout ce qu'on peut dans ces conditions, c'est être ancré à la monnaie. Ancré à la monnaie via une garantie, via ce système de présence de la France, très modeste, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai été le représentant de la France auprès de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, hein, je le répète, d'une certaine manière. D'abord, j'étais un peu seul, nous étions deux, trois. Il y a un censeur français, il y a un représentant de la Banque de France au comité d'audit, il y a un représentant du Trésor français au conseil d'administration. Tout ça, c'est vraiment trois, quatre personnes, c'est rien du tout en matière de présence française hein, par rapport à tous les autres membres de la gouvernance de la banque qui sont tous africains de tous les pays membres de la zone CFA. Donc être dans la zone euro, non, non, être ancré à l'euro, ça c'est autre chose. Mais l'ancrage, ça signifie effectivement que certaines concessions, hein, il faut gérer la banque de façon extrêmement professionnelle, ne pas céder aux pressions politiques. Et ça, c'est le rôle des trois Français, si vous voulez, des représentants français. Et nos amis africains, membres de la gouvernance de la banque, et ils sont très contents d'avoir ces Français avec eux. Parce que quand il faut dire des choses désagréables ou quand il faut s'opposer à un président qui fait une pression sur la banque pour qu'elle aille dans une direction qui n'est pas, comment dirais-je, adéquate, eh bien, à ce moment-là, c'est bien que ce soit pas un Africain qui prenne la parole, mais le Français. Voilà. Parce qu'il y a des vieilles tensions ethniques entre différents Africains. Où sont imprimés les billets de banque CFA? En France? C'est la Banque de France. C'est la Banque de France Donc, qui les fournit.
Donc là, ils sont ensuite facturés. Alors oui, C'est le travail, absolument, hein. mais ça, mais attendez, oui, oui, mais ça, c'est, je veux dire, la Banque de France imprime des billets de beaucoup de pays au monde, hein. Oui, oui, tout à fait. Nous avons nos grands. Il y a assez peu d'imprimeries de billets au monde, hein. Le grand concurrent, c'est un Britannique. Euh, il y a des pays qui impriment leur propre monnaie, mais disons que beaucoup de pays se font imprimer leur monnaie par des professionnels du domaine, et la Banque de France est un professionnel reconnu du domaine. Donc, bon, ça pourrait être un autre fournisseur, ça c'est vrai, mais pourquoi pas la France? Oui, non, ouais. Il n'y a pas de problème. Euh, est-ce que est-ce que l'on peut faire un lien entre l'aide de francs CFA et le fait que la France, et certes d'autres pays, régulièrement annulent les dettes que les pays africains ont vis-à-vis de la France? Est-ce qu'il y a un lien? Non, 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 aucun, aucun. L'annulation d'une dette, le franc CFA vit sa vie. Évidemment, l'endettement est une très mauvaise chose, mais on peut comprendre, on peut être plus flexible sur la notion d'endettement en Afrique que chez nous. On peut comprendre l'endettement en Afrique. On commence à comprendre l'endettement chez nous aussi, d'ailleurs, en passant. Mais enfin bon, dans la période actuelle, hein, c'est conjoncturel. Mais disons qu'en Afrique, comme les temps sont durs, plus souvent que chez nous, quelquefois il faut recourir à l'endettement. Mais dans la mesure où cet endettement est un endettement qui est quand même encadré, à ce moment-là, le franc CFA n'est pas menacé. Il faudrait véritablement qu'il y ait un dérapage gigantesque de la part des finances publiques des pays du franc CFA pour que, oui, des pays de la zone franc CFA pour que le franc CFA soit menacé. Mais tel n'est pas le cas. Euh, est-ce qu'on a parlé de l'ancrage du franc CFA ou d'une autre monnaie aux droits de tirage spéciaux, au DTS ou à un autre panier de monnaie? Ah ben, du fait que, dans la mesure, oui, l'ancrage est là est complètement indirect, dans la mesure où les pays de la zone euro sont des contributeurs au DTS du FMI, dans la mesure où les francs CFA sont ancrés à l'euro, bah, de facto, leur ancrage indirect vis-à-vis du DTS est de fait. D'accord. Je relance la question. Avez-vous d'autres questions à poser à notre conférencier? S'il te plaît, Patrick, c'est Alain Crémieux qui Oui, parle. tout à fait. J'ai essayé d'envoyer un message et pour une raison que je ne comprends pas, il ne part pas. Donc, je vais le poser Donc, pose-le directement, tout à fait. si tu permets. Qui contrôle la masse monétaire exprimée en francs CFA? Alors, ce sont les banques centrales. Il y a un comité de politique monétaire où il y a un représentant de la France dans le comité de politique monétaire. Il y a un comité de politique monétaire pour le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, un comité de politique monétaire pour l'Afrique centrale. Et donc, là encore, hein, il n'y a qu'un seul représentant de la France, hein. Tous les autres membres du comité de politique monétaire sont les représentants de chacun des États membres de la zone concernée, Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale. Et donc, il y a un comité de politique monétaire qui est rigoureusement le même qui fonctionne rigoureusement de la même façon que le comité de politique monétaire de la Banque de France et qui régule donc la masse monétaire de, de la zone. Et en plus de ça, et ça j'en étais membre, vous avez des comités de politique monétaire nationaux, c'est-à-dire que la gouvernance de la banque se transporte dans chaque capitale à tour de rôle de chaque État membre pour faire un audit beaucoup plus fin, pays par pays, des besoins justement des besoins monétaires. D'accord. Patrick, puis-je Merci. poser une question? Oui, vas-y. À toi. Allô? Ah oui, Brice-Antoine Hénix. oui, ça y est, je Brice-Antoine vois. Hénix, à l'appareil. D'accord. Pose ta question à ce moment-là. Chéard, 33e session du Chéard. Pascal, pensez-vous que l'écho peut se faire sans le Nigeria?
pays anglophones, énorme en démographie et en poids économique par rapport à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la zone CF1. Et deux, est-ce qu'on peut vraiment échapper à une vindicte idéologique et politique anti-française sur ce sujet, et quels sont les échappatoires pour maintenir une influence monétaire utile à ces pays, puisque je rappelle qu'ils importent tout en euros, puisque le CFA c'est de l'euro, hein, pour faire simple, en termes de richesse économique. Donc ils paient leurs importations en euros, ils exportent tout en dollars. Donc ils ont un modèle économique assez subtil et assez utile, à mon avis, à leurs économies, qui sont pauvres en formation de valeur ajoutée locale. Ils exportent des matières premières, je fais très simple, hein, quand on généralise, on est toujours injuste. Ils exportent des matières premières, ils importent tout le reste. Donc, importer en euros, exporter en dollars, c'est pas mal pour le moment. Mais comment est-ce qu'on peut maintenir une influence et résister au Nigeria dans un futur éco? Deuxième question, quel est l'agenda de l'éco exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui prend forme, qui est réel, qui s'inscrit dans les agendas politiques des pays et de l'Europe, ou non? Et troisième, c'est pas une question, je voulais juste faire une observation sur l'importance de la Chine en Afrique, parce que moi je suis banquier d'investissement, j'ai beaucoup d'opérations en Afrique, j'ai un éclairage, je n'ai pas tous les éclairages. Je peux vous dire que c'est pas, nous ne sommes pas capables de résister à des prêts de l'État chinois à des États africains qui sont des trocs contre des matières premières. Parce que quand on est 1,4 milliard d'habitants et qu'on importe du pétrole du Congo, on ne pèse pas aussi lourd que la France, qu'on le veuille ou non. Donc il y a cette réalité qu'il faut prendre en compte. Et comment est-ce qu'on peut juguler ce risque du poids de la Chine dans les échanges avec les pays africains? En tout cas, une petite parenthèse, pardon Pascal, pour terminer. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vais répondre à vos trois questions. En ce qui concerne la première question, oui, le Nigeria se verrait très très bien dans l'éco, dans le futur éco, avec bien entendu pas un rôle de figurant, hein, mais un rôle de leader. Donc, le Nigeria a fait des avances en ce sens et courtise beaucoup les gouvernants des pays membres de la CFA, des zones CFA, pour faire partie de l'éco et y jouer un rôle prépondérant. Et ce ne serait pas un rôle effectivement très favorable à la présence française dans les institutions de la gouvernance de l'éco. Mais pour l'instant, seuls 2 ou 3 pays africains se laissent, comment dirais-je, pas séduire, mais bon, prêtent une oreille relativement attentive à cette proposition, mais seulement 2 ou 3. Est-ce que c'est les pays les plus proches ou les plus lointains? Est-ce que les pays qui ont une oreille attentive sont les plus proches ou les plus lointains géographiquement parlant? Proches. Donc, bon, voilà. Mais pour l'instant, la majorité est de se dire, oh, ce voisin nigérian, il est très gros, il est tellement gros qu'il est un peu gros pour nous, voyez. Donc, nos amis africains des zones CFA se disent qu'il vaudrait mieux être assez prudent. Voilà où on en est actuellement. Donc, vous voyez, la situation, votre question est une question brûlante d'actualité, si je puis dire, hein, parce que le débat n'est pas réglé. Et sur la deuxième question, c'est pareil. Le débat n'est pas réglé non plus en interne. Et il y a des faucons et des colombes. Il y a des gens qui disent, les faucons disent, oui, le franc CFA, il faut véritablement s'en extraire. Il ne faut pas seulement que ce soit cosmétique et sémantique. Il faut véritablement aller plus loin. Plus de réserves de change transférées en France. Mais ça, nous, on est plus ou moins d'accord. Bon, peu importe. Et puis, moins de présence française dans notre gouvernance, etc. Et puis, il y a les colombes qui disent, bon, changeons le nom, gardons le mécanisme, et puis tout ira bien. Voilà où on en est. C'est-à-dire que tous ces débats ne sont pas tranchés. D'ailleurs, soit dit en passant, si l'écho ne voit toujours pas le jour,
c'est précisément parce que ces deux questions que vous posez n'ont pas été résolues. Quant à en ce qui concerne maintenant la Chine et son troc, il est évident que ce sont des méthodes, si vous voulez, que nous avons véritablement, nos entreprises ont du mal à, et d'ailleurs, ça n'est pas dans nos coutumes, ça n'est pas dans la coutume entrepreneuriale, dans l'esprit entrepreneurial français, d'agir de la sorte. Et donc, je ne crois malheureusement pas que nous soyons en mesure de jouer sur le même terrain. Il faut que nos amis africains comprennent où est leur intérêt d'eux-mêmes. Il faut que ça vienne d'eux. Mais on ne va pas pouvoir la jouer à la chinoise, si je puis dire vulgairement. Est-ce que, alors je ne sais pas s'il en est devenu des devises en Angola et au Mozambique. Je ne sais pas s'ils ont suivi le mauvais exemple zimbabwéen, mais est-ce que l'exemple zimbabwéen en lui-même n'est pas un repoussoir pour un certain nombre de dirigeants africains d'éviter de tomber dans la même folie? Ben, Ou ils s'en foutent? non, c'est pas un repoussoir parce que les Africains ont un peu tendance, jusqu'à présent, même si ça change un peu, à fermer les yeux sur ce que font leurs voisins. Et quand ils se comportent pas très bien, ça leur fait pas plaisir. Ça leur fait sans doute peut-être même un peu honte. Et c'est la raison pour laquelle on n'entend pas tellement de jugement de leur part et ils préfèrent, comme on dirait, cacher la poussière sous le tapis, quoi. D'accord. Eh bien, nous avons fait, grâce à vous, M. Malcheny, un voyage extraordinaire en Président, Afrique. vous ne pas me poser une question? Oui, bien sûr. Voilà, Tout à fait. alors je voudrais d'abord dire que j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre les questions monétaires, et c'est ça qui m'amène à poser la question suivante. C'est aussi pour ça que j'ai voulu assister à cette conférence. On vient de parler du Nigeria, et vous nous avez dit que le Nigeria avait l'intention de jouer un rôle important et que ça ne nous serait pas favorable. Mais de tout l'exposé que vous nous avez fait, j'avais compris que la France ne tirait pas un avantage majeur du franc CFA ou de l'éco ultérieurement. Donc, quels seraient les inconvénients que nous pourrions avoir si le Nigeria se mettait à prendre de l'importance à l'intérieur de l'éco? Ben, malheureusement, ce que je crains, c'est qu'à ce moment-là, l'ancrage par rapport à l'euro volerait en éclats. Et ça voudrait dire que tous les investissements que nous avons réalisés en Afrique, et ils sont quand même massifs, hein, très nombreux, à ce moment-là, seraient des investissements à risque, à très fort risque. Et donc, du coup, notre intérêt est de maintenir quand même, encore une fois, un franc CFA ancré à l'euro avec une gouvernance qui est un peu surveillée par, surveillée, c'est un mot très fort, hein, comme je disais tout à l'heure, qui est, comment dirais-je, oui, qui est monitorée par quand même une petite présence française au sein de la gouvernance pour voir que tout se passe bien. Et d'ailleurs, tout se passe bien, mais je pense que le jour où n'est pas encore venu, où cet œil de la France dans la gouvernance des banques centrales africaines, le jour n'est pas encore venu où cet œil n'est plus nécessaire. Et donc, si le Nigeria nous remplaçait en quelque sorte, parce que c'est un peu ça l'idée, hein, à ce moment-là, on se demande si euh, la gouvernance nigérienne, l'influence nigérienne serait sur la gouvernance des banques centrales d'Afrique de franc CFA serait de la même qualité, entre guillemets, que l'influence française. Voilà. Mais en tout cas, au bout du compte, si vous voulez, le drame, ce serait pour nos investisseurs. Hein, tous ceux qui ont mis leurs billes dans ces pays en escomptant avoir fait un investissement en franc CFA qui est ancré sur l'euro, le jour où on leur dit votre franc CFA, bah, il est ancré sur rien du tout, hein, il est monitoré par le Nigeria avec sa politique, avec l'influence sur la politique monétaire, je ne suis pas certain que nos investisseurs seraient très rassurés quant à leur investissement. Hein, voyez. Merci, c'est très clair. Peut-être une petite. Je vais poser une question et puis après peut-être une toute dernière. Qui sont les grands investisseurs
actuellement dans les pays d'Afrique de l'Ouest? Je pensais à Bolloré. Oui, bien sûr. Et y a-t-il d'autres? Et quel est… Bien sûr, on est très présent. Je ne vais pas citer de nom, hein, mais on est très présent, et vous comprendrez tout de suite. On est très présent sur les télécommunications, D'accord, les routes et l'agroalimentaire. d'accord. Et l'exploitation, les exploitations de matières premières agricoles. Et la gestion peut-être des ports et des aéroports. Et oui, 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 gestion port. Mais alors là, attention, attention, attention. Port et aéroport, euh, menace chinoise Oui, très forte on est tout à fait d'accord. et présence chinoise renforcée, hein. Par exemple, j'ai à l'esprit le port de Kribi, qui est le port en eau profonde du Cameroun, le nouveau grand port en eau profonde du Cameroun qui remplace le port de Douala qui est en train de s'ensabler. Ça n'est pas la France qui va le faire, hein, c'est la Chine. Et moi, de mon côté, je dirais industrie de défense, je remarque de plus en plus des contrats entre les grandes sociétés chinoises d'armement, qui appartiennent tous à l'armée populaire de libération d'ailleurs, ne nous l'auront pas, et des pays africains, y compris des pays africains anciennement dans, je dirais, dans notre précaré. Hein, je vois de plus en plus des patrouilleurs garde-côtes d'origine chinoise au Cameroun, pour la marine du Cameroun, pour la marine d'autres pays. Nous étions très présents il y a encore 20 ans dans ce domaine précis et on l'est malheureusement de moins en Ah moins. oui, ah oui, On voit ah oui, aussi des Israéliens, on voit des Turcs. ah oui. Ah, les Turcs, oui, les Turcs, oui, oui, les Turcs. Mhm. Ben, les Turcs, c'est également terre de mission. Ils envoient des Oui, oui. missionnaires euh, sunnites. Et ils ont réussi à faire oublier que dans le temps, c'était l'Empire ottoman qui était le principal empire esclavagiste. Mais ça, ils l'ont fait oublier. Je vais donner une dernière occasion à quelqu'un voulant poser une question. Si ça, il y aura le prix de la dernière question. Je crois que c'était moi qui avais la dernière question. Donc maintenant, je vais exprimer à titre personnel et au titre de la communauté armement et armement terrestre tout des remerciements très très sincères à M. Macchioni et je vais demander à Jean Amiot, président de l'AAT, Association de l'armement terrestre, de conclure cet après-midi. Jean, es-tu là? Je suis là, je suis là. Voilà. Monsieur Massoni, au nom de l'Association de l'armement terrestre et de 3AED IHDN, je tiens à vous remercier de nous avoir consacré de votre temps pour cette conférence fort intéressante sur un sujet peu abordé par les médias traditionnels. Vous avez pu constater, au travers de leurs questions, tout l'intérêt des participants pour ce sujet. Merci encore. Je tiens également à remercier tous les participants. Nous fûmes près de 50 présents et il reste encore 40 présents actuellement. Donc, c'est véritablement un très beau score que vous avez réussi. Un grand merci également à Valérie pour ses mots d'accueil, ainsi qu'à Patrick pour l'organisation et la gestion de cette conférence. Et quand je dis gestion, c'est gestion amont, gestion pendant et gestion aval, parce que je pense qu'il y aura des suites à cette conférence. Merci à tous et rendez-vous à très bientôt pour la prochaine conférence. Bonne soirée à tous.